Bonjour à toutes et à tous, je suis Édouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Elle a suivi des études de philosophie avant de se lancer dans l'écriture. En 2011, dans son premier roman Femme de dictateur, elle évoquait les histoires des épouses des dictateurs et s'intéressait au pouvoir, à la politique et aux femmes avec un grand F. Des thèmes qui lui sont chers et qu'elle va continuer d'aborder tout au long de sa carrière littéraire. Son roman La dictatrice, paru en 2020, se passe d'ailleurs dans un monde dystopique et imagine l'ascension d'une Française sur les plus hautes marches du pouvoir, dans un monde ravagé par les crises énergétiques et les émeutes de rue. Le roman a connu un tel succès qu'il sera bientôt adapté en série aux États-Unis. Diane Ducret, mon invitée cette semaine, est également auteure de pièces de théâtre. Elle anime une série documentaire qu'elle a créée pour Histoire TV et qui a pour titre « Le pouvoir a-t-il un sexe ?» Et elle a sorti très récemment son 10e roman, Le maître de l'océan. Bref, c'est une hyperactive et j'ai hâte de vous faire découvrir son choix de livre pour ce nouvel épisode de Perds pas ma page. N'oubliez pas soit de noter le podcast, soit de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez faire ça très facilement sur l'application que vous utilisez. Vous pouvez également me retrouver sur le compte Instagram et Twitter de Perds pas ma page pour suivre toutes les informations sur le podcast. Perds pas ma page, épisode 28, c'est parti. Bonjour Diane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir pour Perds pas ma page. On est dans ce café, on est bien en plus. On est plutôt bien face à un square magnifique. Ouais, tout va bien, il fait beau, on est au soleil, c'est nickel. Je vais juste en 2 mots te rappeler le principe du podcast. Je demande à mon invité de me donner 3 titres de livres qui les ont marqués dans leur vie. Pour différentes raisons que justement tu vas m'expliquer. L'idée, c'est vraiment pas de faire une étude de texte, c'est de me donner envie de lire ces livres et de donner envie à ceux qui nous écoutent aussi de les lire. Du coup, tu as une liste juste devant toi que je vais découvrir avec toi. Ouais, c'est hyper dur d'en choisir 3, c'est horrible comme exercice. Je serais bien incapable de le faire, tu vois. Donc, J'ai essayé d'être, alors ça c'est le côté analytique, j'ai essayé du coup de varier, de ne pas être que dans le roman et d'avoir 3 styles différents. Super, parfait. Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Les premières, alors c'est assez surprenant, c'est un livre d'histoire, c'est les Mémoires du Chevalier d'Éon. D'accord. C'est hyper intéressant. Pourquoi ? Le Chevalier d'Éon, c'était un grand agent secret de Louis XV, puis de Louis XVI. Et c'est vraiment intéressant. Pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de relire ses mémoires ? Les Anglais, qui ont beaucoup d'humour, l'ont enterré dans le Middlesex. Pourquoi ? Parce que personne n'a jamais su jusqu'à sa mort si c'était un homme ou une femme. Parce qu'il aimait être dans les deux sexes. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il était gouverneur d'une armée. Et c'était un combattant extrêmement craint. Mais en tant qu'agent secret, il aimait s'habiller en femme et il se faisait engager comme dame de fille de compagnie auprès des plus grandes cours. Et il déclenchait les passions en tant que femme. Et je trouve que c'est d'une modernité. Aujourd'hui, on nous parle tellement du genre, de la sexualité, de la fluidité, etc. Ouais. En fait, on n'a rien inventé. Au XVIIIe siècle, il y avait déjà un mec qui arrivait à faire tout qui ça était dans très tout bien. Ça. Et en plus, les mémoires sont géniales parce que évidemment, alors justement, pardon, je te coupe, mais c'est des mémoires, de. Oui, alors sinon, il y a un livre sur lui extrêmement bien fait, une biographie d'Evelyne Levert. D'accord. Qui est vraiment super, qui est un peu longue, mais qui est très grand public, vraiment sympa et qui raconte des épisodes formidables. Notamment, il y en a un quand même, D'Éon s'était barré en Angleterre avec les plans d'invasion qu'avait fait la royauté française pour envahir l'Angleterre. Okay. Il avait pris ça comme monnaie d'échange, en disant, si on essaye de me zigouiller, moi je balance tout, ça sera la guerre. Bon, évidemment, quand Louis XV meurt et Louis XVI arrive au pouvoir, il se dit attendez, les plans, ils sont où ? Ah, ils sont là-bas. Vous êtes sûr ? Ouais, faut les récupérer. Donc, ils envoient des émissaires et les types reviennent, il en tue la moitié, les autres reviennent dans un état pas possible parce qu'il est latte. Et du coup, il dit non, mais si aucun homme ne peut la battre, il faut envoyer un homme pour la séduire. Et il va envoyer Beaumarchais. Un de nos plus grands auteurs quand même, qui était lui aussi diplomate, etc. Et donc Beaumarchais arrive et en fait il y a des paris sur le sexe véritable de D'Éon. Enfin, les Anglais avaient déjà des paris. Personne ne savait.
on connaît pas sa sexualité, et la moitié était persuadée que c'était un homme, et l'autre moitié était persuadée que c'était une femme, vraiment. Ok. Et en fait, Beaumarchais fait des énormes paris en se disant ouais, je vais m'enrichir, c'est super et tout, je vais me la faire, tu vois, on dirait vraiment Michel Blanc dans Les Bronzés. Je vais me la faire. Et en fait, il en tombe vraiment amoureux parce qu'il a un charisme, il a un truc, c'est un être fascinant et qui a un regard de fait sur le monde, sur la sexualité, sur la politique, sur son métier d'espion, qui est fort, parce que c'est un être double, qui est mal dans les deux corps, dans les deux peaux finalement, et qui peut pas choisir un sexe. Et je trouve que c'est hyper moderne. En plus, c'est évidemment des thématiques qui t'intéressent, parce que tu me parlais de politique. Ouais. Y a Le pouvoir a-t-il un sexe, ta La série documentaire qui a commencé d'ailleurs. Ouais, actuellement sur la chaîne Histoire, c'est vrai, c'est des rapports, les rapports entre la sexualité et la politique, c'est des rapports qui m'intéressent depuis mes premiers livres sur les femmes de dictateurs, et qui sont passionnants, et voilà, ce genre de personnage nous donne vraiment un éclairage. Cette fascination justement du genre en fait, lié justement au pouvoir, à l'histoire, à la politique. Ouais. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui t'a emmené vers ça ? C'est vraiment le pouvoir et la sexualité sont les deux grands motifs qui dirigent l'histoire humaine en fait. On aimerait croire que nous sommes des êtres de raison et complètement détachés de ce genre de considération. On aimerait croire qu'on vote pour des régimes politiques ou des personnes de manière objective, sur des critères objectifs, pour notre propre bien. Bon, en fait, on découvre que c'est pas du tout le cas. Il y a une avidité de pouvoir, il y a une hubris, au sens grec du terme, une pulsion finalement de Eros et Thanatos, c'est le sexe et le pouvoir et la mort, et qui sont extrêmement liés et qui poussent les hommes à la folie. Les hommes au sens générique du terme, les femmes aussi, évidemment. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, par exemple, sur l'histoire des dictateurs, de se rendre compte que si ça marche, c'est aussi en grande partie par leur pouvoir de séduction, par l'érotisation qui vont travailler de leur corps, mais aussi de la population, l'érotisation des corps sous Mussolini, sous Hitler, va entraîner un fanatisme, et je trouve ça dingue, même aujourd'hui, de voir qu'on vote finalement aussi pour les gens qu'on désire, qu'il y a énormément de fantasmes. Par exemple, au début, avant chaque élection, les psys n'en peuvent plus d'avoir des patients qui ont des rêves érotiques ou des fantasmes avec certains des candidats. C'est relaté, et c'était même relaté en 1933 en Allemagne avec Hitler. Ah ouais, vraiment ? Ouais, beaucoup. Je suis en train de me faire la liste des candidats là qui étaient candidats à l'élection. Alors, les candidats féminins ne font pas fantasmer, parce que les femmes de pouvoir sont perçues comme castratrices et ne sont pas perçues comme attirantes. Ouais. Ou si une femme est attirante, elle n'est pas perçue comme un être de pouvoir avec une crédibilité et une autorité. Ça, encore aujourd'hui, tu penses ? Ah non, c'est prouvé malheureusement, il y a beaucoup d'études sur le cas. Elles deviennent crédibles à partir du moment où elles passent un certain âge, et donc qu'elles apparaissent plus comme une mère. D'ailleurs, Angela Merkel, on l'appelle Mutti. Ouais. Ouais, une figure plus rassurante en fait. Voilà, exactement, qui n'est plus dans l'enjeu du désir et de l'érotisme, mais qui devient une figure rassurante en effet. C'est en ça effectivement où le Chevalier d'Éon avait tout compris en fait. Mais évidemment, exactement. À séduire tout le monde. Exactement, en fait finalement le pouvoir total c'est la séduction totale. Et le Chevalier d'Éon il arrivait à séduire tout le monde, y compris Beaumarchais, qui était véritablement l'homme à séduire du siècle, apparemment. Ouais. C'était un siècle qui était peut-être plus intéressant. Est-ce que toi aussi, l'histoire, il y a quelque chose qui t'attire de te dire est-ce qu'il y a presque un côté nostalgique ou peut-être pas à ce point-là quand même ? Après du XVIIIe siècle, vu l'hygiène et l'absence d'antibiotiques, pas ouf. Ouais, vive dangereusement. Alors oui, une forme de nostalgie, oui. Néanmoins, en effet, on est mieux quand même aujourd'hui par beaucoup d'aspects, mais en tout cas, un manque d'un certain panache. Ouais. Un panache, une passion. Tout restait à inventer. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde, moi j'ai fait des études de philo, et dans un monde où on a rendu tout mesurable, quantifiable, le domaine de la prédiction, où on peut tout prévoir, où on est dans la maîtrise, c'était le rêve cartésien de se rendre maître et possesseur de la nature, où il n'y a plus de place pour la transcendance, pour la folie, la démesure. Je trouve que c'est une époque dans laquelle on s'ennuie un petit peu, personnellement. Peu dommage, ouais. Bon, les mémoires du coup du Chevalier d'Éon. Le livre s'appelle comment vraiment ? T'as le titre, Mémoires du Chevalier d'Éon. Et okay. L'autre c'est Chevalier d'Éon. Celui d'Evelyne Levert, pour ceux qui veulent pas lire les mémoires, c'est le Chevalier sans queue ni tête. D'accord. Et je trouve que c'est d'ailleurs. C'est dans quelle chanson on parle du Chevalier d'Éon ? Mylène Farmer.
Waouh, je sais pas où je suis allée chercher Tu ça. vois, je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose, mais ouais, dans Je me une demande chanson si de c'est pas Mylène dans Je Farmer. suis libertine. Non. La Sans chanson contrefaçon, je suis un garçon, sinon je pense. Ah, je sais pas, Chevalier d'Éon, bien sûr. C'est dans Sans contrefaçon, Sans je suis un contrefaçon. garçon. Eh ouais. Bah voilà. Et tu veux que je chante maintenant, c'est ça? Tu vois, on parlait de panache il y a quelques secondes. Ça aurait beaucoup de panache. Ouais, c'est vrai. Et ben on passe au deuxième roman. Alors, en deuxième livre, grosse hésitation. Ok. Mais j'ai pensé à Hervé Bazin, Vipère au point, qui m'a beaucoup marqué, plus jeune, que j'avais découvert au collège ou au lycée, Ouais, et que j'ai souvent. relu il y a 2-3 ans. C'est terrible, Vipère au point. Ah ouais. C'est terrible. Il développe donc le personnage de Folcoche, parce que c'est une folle cochonne, et c'est le personnage de la mer. Et je trouve que finalement, on est très nombreux à écrire sur la mer, et que le rapport à la mer, c'est vraiment le rapport fondateur d'un esprit humain, duquel on ne se débarrasse pas, soit parce que ça a été un rapport heureux et qui reste indépassable une fois arrivé à l'âge adulte, soit parce que c'est malheureusement plus souvent le cas. Il a été incomplet, incompris, manquant ou défaillant. Et on s'en remet pas et on passe toute sa vie à essayer de réparer ce lien et à retrouver ce qui aurait dû être la source d'amour universel et ce qui aurait dû nous remplir comme ça de bienveillance. Et lui décrit, Hervé Bazin décrit, c'est là aussi, c'est très inspiré de sa propre vie. Il décrit avec son frère le fait de grandir auprès de cette mère, ce personnage narcissique, égoïste, cruel même parfois, et qu'il rêve de voir anéantir parce qu'elle a une emprise sur eux. On parlait de pouvoir tout à l'heure aussi, finalement le rapport maternel peut être un rapport étouffant dans un rapport totalitaire à l'enfant. Et ça t'a parlé pour quelle raison? J'ose pas te demander quel rapport t'avais avec ta mère, mais... Un rapport très contrarié, puisque c'est vrai que moi j'ai quitté mes parents et mon pays à l'âge de 3 ans. Donc j'ai pas vécu avec ma mère et ça a été un grand manque. Ouais. Toute ma vie, d'ailleurs dans tous mes livres, y compris le dernier, en fait je me suis rendu compte, alors que ce n'était pas du tout mon intention, que j'écris sur le rapport de la maternité, le rapport mère-enfant depuis toujours. Même dans Les femmes de dictateurs, c'est souvent des filles abandonnées, c'est souvent des filles qui refusent d'être mères à leur tour. Et dans tous mes livres, dans La dictatrice par exemple, l'avant-dernier, une histoire d'une relation mère-fille impossible qui va faire vriller le personnage principal, Aurore Henry, dans le fait de devenir une femme dictatrice, la première. Ou dans le dernier, dans Le Maître de l'Océan aussi, c'est ce jeune orphelin qui perd sa mère et qui va aller parcourir le monde entier, depuis la Chine taoïste jusqu'au Mont Saint-Michel, pour essayer de retrouver l'apaisement en fait face à cet océan de colère et d'injustice qui est celui de perdre sa mère. Ouais. La colère dans Vipère au point... Ah voilà, la colère est maîtresse, c'est le sentiment. Mais... Ouais, et puis voilà, moi j'ai été élevée par ma grand-mère, par mes grands-parents, et c'était des gens qui avaient connu la guerre, et qui étaient très durs. Et j'ai pu ressentir la colère d'Hervé Bazin justement face à cette incompréhension, cette rigidité, cette distance aussi, dont on se rend compte en grandissant que finalement elle était aussi une posture, une éducation face au monde, une éducation face aussi aux vagues qui nous frappent, qui sont difficiles parfois. C'est drôle que tu l'aies relu parce que je trouve que ça fait vraiment partie des livres. Moi je l'ai lu aussi, on est au collège je pense. Ouais. On doit avoir le même âge je pense. Ouais, à peu près. Mais... qui m'avait beaucoup marqué aussi, je sais pas comment il... alors je vais te poser la même question. Et quel est le rapport avec ta mère du coup? c'est moi qui est censé ah merde, désolé. poser des questions. Donc ça m'intéresserait peut-être de le relire aujourd'hui, tu vois. Je te le conseille vivement parce que il y a peu de livres que j'ai relus. J'ai relu évidemment Camus, que j'avais découvert, La Chute, que j'avais découvert au lycée également et qui m'avait fait une forte impression et qui m'a refait une forte impression. Mais il y a peu de livres que tu redécouvres avec un regard d'adulte et qui néanmoins parle aussi fortement à l'adulte qu'il avait parlé à l'adolescent. Ouais. Et ça, c'est le signe d'un chef-d'œuvre pour moi. Ouais. Quand tu arrives à parler à 20 ans d'écart presque, ou 10 ans d'écart à deux parties de ta personnalité, puisque je suis persuadée qu'on reste des grands adolescents toute notre vie, une part en tout cas le reste, là c'est un chef-d'œuvre. Ouais, complètement. Et tu me parlais du coup de ton dernier roman, Le Maître de l'Océan. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment elle t'est venue cette histoire de ce jeune homme Ouais, c'est un joli conte, un grand voyage. J'ai eu envie de revenir un peu à mes amours de philosophie,
puisque voilà, c'est ce que j'avais découvert. Ça rebondit un peu sur ce que l'on vient de dire. C'est vrai qu'en ayant quitté mon pays et mes parents très très jeunes, j'ai toujours eu cette sensation d'être un peu en exil et d'avoir une difficulté à trouver ma place. Et par la suite, j'ai eu quelques accidents de parcours, notamment un accident d'équitation quand j'étais adolescente qui m'a handicapée extrêmement lourdement pendant très très nombreuses années, où j'ai dû me battre pour remarcher, puisqu'on m'avait annoncé que je remarcherais jamais quand j'étais adolescente. Et j'ai eu, je pense, ces sentiments de colère, d'injustice, de ne pas avoir de place, de ne pas être écoutée. Et au final, je me suis rendu compte que d'avoir grandi au bord de l'océan, à Biarritz, m'avait sauvée en fait, de plein d'écueils et d'une noirceur peut-être qui m'aurait emportée. Et pourquoi ? Parce que, en fait, inconsciemment, la présence... d'abord, l'océan dans une ville, c'est une limite humaine. C'est la limite aux activités humaines. La ville s'arrête, littéralement. Lorsqu'on est ici en plein Paris, la ville ne s'arrête pas. Elle va continuer sur des centaines ou des dizaines de kilomètres. Il y a une limite physique aux activités humaines avec un horizon infini qui était là avant toi, qui sera là après toi. Et qui peut être parfois extrêmement déchaîné, cruel, t'emporter, t'engloutir. Donc aussi important que tu te penses dans tes soucis ou dans tes succès, face à l'océan, tu es petit. T'es rien du tout. Et il sera là après toi. Et à la fois, il y a un côté désespérant et il y a un côté extrêmement rassurant. De se dire finalement, est-ce que c'est si grave ? Donc il y a une mise en perspective qui s'opère à l'aune de l'horizon et qui est extrêmement salutaire et formatrice pour l'esprit. Et en fait, au début de la pandémie, j'ai vu les gens souffrir, être extrêmement malheureux d'être enfermés dans le confinement. Et j'ai compris que c'était beaucoup plus facile pour moi parce que j'avais cette éducation-là, faite par l'océan, qui m'avait poussée finalement à développer d'autres choses et à effectuer des voyages immobiles lorsque je ne pouvais pas marcher. Et j'ai eu envie de transmettre cela. Mais j'ai envie de recréer un peu, tu sais, Voltaire, créer et le XVIIIe siècle, on revient au XVIIIe finalement, beaucoup ces contes philosophiques avec beaucoup de voyages, les lettres persanes, Montesquieu, Voltaire, créer cela, et j'ai eu envie de recréer ça en créant ce personnage donc, de jeune orphelin qu'on destine à une carrière dans un monastère taoïste et qui refuse de devenir un moine parce que rester à méditer, à lire des textes classiques, ça l'emmerde profondément, et puis en plus il sait pas lire. Et je trouvais que c'était assez amusant par rapport à l'image qu'on se fait de la sagesse aujourd'hui et du développement personnel de quelque chose. Il faut méditer, il faut s'améliorer. Il faut être toujours au top. Il faut toujours être au top, il faut être résilient. Tu perds quelqu'un, il faut faire son deuil. Tu te fais larguer, il faut être résilient. C'est insupportable en fait, comme si on voulait éradiquer toute négativité, tout principe, toute souffrance, tout sentiment négatif, tout mal. Non seulement c'est impossible, mais c'est malsain en fait, parce que et beaucoup justement rêvent du bouddhisme en Occident, mais qui propose donc cette sortie de la roue des émotions. Quelle erreur, parce que quand on sort de la roue des émotions, on coupe les émotions négatives, mais aussi on coupe la joie, la passion, le panache, le désir, la folie qui font que nous sommes en vie. En tout cas, en plus on est des latins, nous personnellement. Et donc j'ai eu envie de créer ce petit personnage, ce personnage d'adolescent, puisque je pense que voilà, on est tous des éternels adolescents, qui va faire ce plus grand des voyages jusqu'au Mont Saint-Michel et découvrir à travers l'essence des textes taoïstes, la recherche de l'harmonie, et à travers les textes aussi chrétiens ou catholiques, que je trouve très très beaux, même en étant laïque. Ce rapport à l'eau, qui est le rapport nourricier à l'océan, qui nous fait naître, qui est celui aussi qui nous nettoie aussi un peu. Qui nous nettoie. Celui aussi, la femme fait naître un océan à l'intérieur d'elle pour porter la vie aussi. Donc c'est une sorte d'éternel recommencement et qui nous bat aussi parfois, qui peut nous emporter, qui peut nous noyer et qui finalement nous fait l'éducation à l'être homme, au devenir homme. Et nous apporte une véritable spiritualité sans avoir besoin d'exotisme, de texte, de religieux. Qui peut vraiment nous redonner une spiritualité écologique, même laïque, sans texte, sans croyance, sans credo, sans doctrine. Et je trouve que ça, c'est la véritable liberté. C'est très pragmatique, je trouve, quand tu te retrouves face à l'océan. C'est quelque chose de très brut, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de corporel aussi, d'instinctif. Donc, on sort un peu de cet esprit très analytique, très compétitif aussi, tu vois, qui est celui occidental actuellement, en tout cas. Comment tu écris, toi ? Est-ce que tu as une routine d'écriture ? Est-ce que tu as
Est-ce que tu as un endroit aussi où peut-être J'écris beaucoup à Biarritz. il faut être face à l'océan pour écrire? Pas face, mais j'ai une petite vue sur l'océan quand même de ma... Avec un petit bruit de fond de ressac, non Je suis pas assez proche pour avoir le bruit, mais quand même je suis assez proche pour voir l'océan. En tout cas, j'ai besoin de pouvoir... Quand tu écris, je trouve ça te vide énormément, tu me poses énormément de choses sur la table et je trouve que ensuite, lorsque tu sors et que tu arrives ici et qu'il y a des gens qui crient, qu'il y a beaucoup de bruit, etc., ça te prend encore beaucoup d'énergie alors que quand j'ai fini d'écrire, je descends et je vais voir la mer, c'est ma seule grande activité de ma vie et je vais marcher au bord de l'océan et il y a une sorte de dialectique comme ça entre Lyode et moi qui me restaure, qui me redonne envie d'absolu, de l'espoir, etc. Et ouais, j'aime bien. Après, voilà, il y a des secrets d'écriture. Mais alors, j'ai besoin d'écrire. J'ai l'ordinateur et j'ai des cahiers autour de moi. Okay. J'ai plein de papiers parce que j'ai besoin de spatialiser la pensée. Et c'est hyper important. Il y a des études, en fait, qui ont été faites. Et si l'on apprend à écrire et qu'on écrit sur un ordinateur, les lignes défilent, si tu veux, mais il n'y a pas de véritable geste. Ok. En revanche, si tu écris à la main, il y a un geste qui s'effectue et tu vas écrire sur des cahiers, tu vas tourner des pages, tourner des feuilles et en fait ta mémoire va se souvenir telle chose, ça c'était écrit en haut à gauche, ça c'était au milieu par là, attends ça c'était tout en bas, je l'avais mis, tu vas faire des notes, des sigles, etc. Ouais. Et donc tu vas réinventer l'écriture à chaque fois que tu écris et cela va s'ancrer différemment dans ton cerveau, c'est pas les mêmes aires de mémoire. Ça veut dire que tu écris d'abord parfois une phrase sur un cahier. Absolument, parce que ce ne sera pas la même phrase où elle ne va pas avoir le même impact en toi, puisque ce ne sera pas les mêmes aires de mémoire. Celles qui seront écrites à la main vont toucher des aires psycho-émotionnelles très profondes, anciennes, qui vont te rappeler les moments où tu as appris à écrire. Et donc tu vas faire appel à tout un champ lexical et sémantique qui va aller générer vraiment un mouvement de ton imagination et de ta mémoire qui est très puissant et pour un écrivain c'est un véritable matériau. L'autre phrase va ne prendre que la surface, tu vois, finalement, de l'écume et tu n'auras pas la même profondeur. Il faut garder le stylo en main, c'est important. Ouais, et avoir plein de papiers autour de soi. Très bordélique, ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça, le super. Bordel, ça marche toujours, le bordel. Ouais, c'est super ça. On passe au troisième livre. Difficile de choisir, mais j'ai opté pour Khalil Gibran. D'accord. Sortir un peu de chez nous et justement retrouver un peu de cette douceur de l'Orient. Khalil Gibran, donc, qui est libanais, alors qu'on connaît pour Le Prophète. C'est un livre formidable. Ce sont des livres très courts, extrêmement poétiques et gracieux. Et pareil, d'abord, il m'a beaucoup inspiré pour Le Maître de l'Océan. C'est une philosophie, une douceur, une poésie qu'on ne trouve que dans les... Voilà, c'est le 19e siècle moyen-oriental comme ça, qui est très gracieux. Et genre, j'ai pas pensé il y a le prophète, le jardin du prophète, mais j'ai pensé à celui qui s'appelle Le Sable et l'Écume. Évidemment, donc le maître de l'océan, on reconnaîtra quelque chose de commun. Et j'ai pris un passage, une très courte citation. Ce que l'homme a de plus divin en lui, c'est l'émerveillement devant la vie. Et pour Khalil Gibran, en fait, le sable et l'écume sont le signe de notre impermanence, puisque notre empreinte sur le sable est tout de suite balayée par la mer. Et en même temps, c'est le signe de notre appartenance à l'éternité, paradoxalement, puisqu'on fait partie de ce grand mouvement du sable et de l'écume, de l'eau qui nous compose. C'est un peu cette philosophie qui est à la base de mon livre et qui est, je crois, qui nous ferait beaucoup de bien aujourd'hui. Ouais. Parce qu'elle n'est pas dans l'ego, elle n'est pas dans la démonstration, elle n'est pas dans la puissance logique non plus, elle n'est pas dans la maîtrise. Ça prétend rien, Khalil Gibran. Ça contemple, ça s'émerveille. Toi, ce qui t'intéresse beaucoup, j'ai l'impression, c'est le rapport à la nature quand même. Non beaucoup aussi, ouais, c'est vrai. C'est très important, c'est extrêmement important. Je trouve qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup trop d'hommes, il y a beaucoup trop d'humains. On vit beaucoup trop entre nous. Le problème n'est pas qu'il y ait trop d'humains dans l'absolu, le problème c'est qu'il y ait trop d'humains qui ont fait taire une très grande partie des autres formes de vie et des autres formes de création. C'est important, pourquoi ? Parce que on ne sait réellement ce que c'est que d'être homme qu'au regard de cette nature et des autres créatures. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des chevaux, puisque j'étais cavalière. Ça m'a coûté une jambe, mais je regretterai rien. Cette éducation au regard d'un animal extrêmement puissant qui a le même droit de vie que nous, qui a un autre rapport au monde, et se questionner en fait la communication interespèces. Elle se fait, elle est non verbale. Et elle est extrêmement puissante.
Pour moi, la nature, à la fois dans les éléments, pour moi, je suis très spinoziste, c'est-à-dire que pour Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature. En fait, la transcendance divine, Dieu, c'est la nature. Et je crois que c'est ma croyance aussi. Et peut-être qu'on a aussi perdu, je trouve, la capacité de la contemplation. Oui. Aussi. C'est vraiment, si je devais résumer, tu vois, le maître de l'océan, c'est ça, c'est retrouver cette contemplation. Il fait rien face à l'océan, en fait. Il reste 7 ans à regarder la mer. C'est chiant. Non, c'est pas chiant, ça s'appelle de la contemplation. Et en fait, il se passe 1 milliard de choses si tu as l'œil ouvert et que tu sais regarder le moindre frémissement, de la même manière que l'oreille d'un cheval frémit et va t'indiquer où est-ce qu'il veut aller, est-ce qu'il a craint quelque chose, etc. Et l'homme, c'est pas écouter. La nature parle, mais nous n'écoutons pas. Et elle nous dit énormément de choses, mais pas sur elle, sur nous, en fait. Et ouais, cette contemplation, cet émerveillement, c'est des termes assez proches. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a perdu et ce qui fait que, je pense, on est beaucoup à souffrir d'un manque de sens. C'est pour ça aussi que je trouve la littérature, c'est génial pour ça, parce que ça te sort un peu de notre monde quotidien, pour nous apprendre justement à mieux regarder, à mieux comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Ouais, et je crois qu'on en a on en a encore plus besoin maintenant qu'avant, et je pense que c'est, à mon sens, ça va être le moment du retour de l'écrivain dans la vie active, en fait, et de la nécessité de l'écrivain. Pendant très longtemps, il y a eu cette figure de l'intellectuel engagé qui était nécessaire, par exemple au moment des conflits, au moment des guerres. Aujourd'hui, on n'a pas de guerre, en apparence. Néanmoins, est-ce qu'il ne s'en passe pas quelque chose de fond qu'on n'arrive pas encore à pointer, qui est encore indicible, alors à part la guerre, bien évidemment, qui vient d'éclater à nos portes, mais une guerre plus profonde, en fait, de résistance du sens, de résistance de l'émerveillement, de résistance, en fait, d'autres choses aux faits matériels, aux faits marchands. Et je me demande si j'ai la sensation que l'écrivain va redevenir extrêmement nécessaire pour représenter une forme de résistance à cela. Ouais, pour prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Absolument. Quoi. Merci beaucoup, Diane. Merci. Il me reste 2 choses à te demander. Je ne sais pas si tu te souviens, dans l'émission de Bernard Pivot, il y avait un questionnaire de Proust qui était... je ne sais pas si tu te souviens. Bernard Pivot faisait ce questionnaire de Proust que j'aimais bien. Ouais. Bon, c'est un petit présentateur de rien du tout. Donc je vais te faire un petit questionnaire, tu me réponds comme tu veux. Diane, un endroit où tu aimerais fuir? Oui. Mais il y en a beaucoup, en fait. Il y en a énormément. Et ça va être très contraire, mais un désert, une oasis dans un désert, une île en Italie près de laquelle il n'y aurait personne, l'espace. Ouais, carrément. Ouais, bah, tu vois, je t'avais prévenu avant, ça serait vraiment... si tu veux fuir vraiment, il faut le faire à fond, quoi. L'espace, personne va venir. Ah non, là, parce que est-ce que tu fuis? Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, tu ne peux pas crier. Si tu cries, tu meurs parce que tu enlèves ton casque et quick, il n'y a plus d'oxygène. Mais est-ce que tu veux vraiment fuir ou est-ce que tu veux être retrouvé? Si tu veux alors un endroit où tu aimerais te retrouver toi-même. À chaque fois que je vois l'océan, moi, j'ai pas besoin de fuir et j'ai pas besoin de me retrouver moi-même parce que c'est vraiment ce que j'ai écrit. C'est pas juste un sujet comme un autre. C'est pas juste un livre. Je pense que j'ai mis 20 ans de philosophie intérieure, en fait, qui ont fait que je n'ai plus envie ni de fuir, ni besoin de me retrouver dans ma vie. T'as trouvé ton refuge, en fait. Ouais. Et il est toujours en moi, en plus, c'est vachement bien. Ça, c'est beau. Ouais. Bah ouais, je suis à 70% d'eau, donc l'océan est toujours en moi. Pratique, je me l'amène partout. Une matière que tu as détesté étudier à l'école? Toutes. Ah bon? Ah ouais. J'ai tellement détesté l'école. D'abord, j'y allais. Moi, je n'y allais pas. C'est vrai, ah ouais. Bah toi qui as eu un parcours après. En candidat libre. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je pense que je suis pas. Bon, j'ai sauté beaucoup de classes. J'ai pas fait de 5e. J'ai fait une 4e. J'ai pas fait de 3e. J'ai fait 3 mois en seconde et puis après, ça m'a vraiment saoulée. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui te... Rester assise des heures à écouter quelqu'un parler, c'était insupportable pour moi. J'y arrivais vraiment pas. J'aimais pas. D'abord, à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport, donc d'équitation. Donc, je pensais qu'à mes chevaux, à mes parcours. Ça m'emmerdait profondément. Moi, j'étais vraiment sauvage. J'aimais me balader dans la forêt avec mes chevaux, quoi. D'accord. Et les chiens qui suivent et m'imaginer que j'étais Diane Chasseresse et que j'avais une meute et je les envoyais vers des ennemis imaginaires, je les envoyais attaquer et tout, et ils le faisaient vraiment et c'était génial pour moi. Et va expliquer ça à des ados de 13 ans qui parlent de musique, je m'en foutais complètement et ça m'ennuyait profondément. Les maths surtout, c'était très difficile. Ouais.
J'ai été renvoyée d'ailleurs du lycée, je crois, parce que c'était le coup où on a essayé de nous apprendre, enfin moi on a essayé de m'apprendre ce que c'était que les logarithmes népériens. Oh là là, moi, Et en les fait maths. j'ai demandé ce que parles c'est chinois. et on m'a dit mais on m'a expliqué la formule. Et j'ai dit non, je veux pas la formule, je veux savoir ce que c'est, à quoi ça correspond. Et à la fin on m'a dit écoute tais-toi, on te demande pas de comprendre, on te demande d'apprendre. Et je me suis levée, je suis partie. Ah ouais, rebelle un peu. Pour- Déterminée. Oui voilà, merci. Plutôt. C'est plus... C'est mieux. ouais les mots ont un sens. Les mots ont un sens, c'est Déterminée, clair. voilà. Ton insulte favorite? Waouh, ça va être extrêmement violent. Il faut pas. Je suis du Pays Basque, il faut pas me lancer. Bah, Ah pute-borgne. oh bah, c'est joli, ça va. C'est plutôt poétique. Ouais, j'en ai d'autres aussi. Ça dépend des moments en fait. C'est comme il y a plusieurs mots d'amour suivant les moments, il y a plusieurs insultes suivant les moments. Non mais pute borgne, ça me plaît. Si tu étais un bruit? J'ai tellement d'idées à la con qui me passent maintenant par l'esprit que je ne peux absolument pas dire. Le pépiment d'un oiseau par un matin de rosée au printemps. Non, ça c'est pas crédible. Oh merde. C'est surjoué. Ok, j'y pensais, franchement. J'en sais rien. Un bruit de la nature, forcément, j'y reviens toujours. Hein. Le craquement d'une branche. Non, ça fait vieux. Je sais pas pourquoi, consciemment. Peut-être. Une branche qui craque, ça fait vieux. Mais déjà, elle est morte, elle est au sol, et elle craque, elle se j'aime brise, bien c'est le la bruit sur mort. quand tu marches dessus. dans Ça la va nature. sinon? Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est pas moi qui suis censé répondre, mais j'avais envie de te le dire quand même. Une drogue favorite? Oui. Alors, pour avoir pris beaucoup de drogues plus jeune et les avoir à peu près toutes testées, c'est pas une bonne question à me poser. La drogue, c'est mal. Enfin, Ça peut être une drogue philosophique aussi. c'est très bon en fait, en vrai. Mais il faut dire que c'est mal parce qu'après, c'est très mal. Et le lendemain, surtout, c'est très mal. Une drogue favorite, la curiosité. J'ai un cerveau très actif qui ne s'arrête jamais et j'ai tout le temps envie d'apprendre. Et je dirais que la curiosité, l'apprentissage, c'est une vraie drogue en fait. C'est beaucoup plus puissant une que toutes belle les drogue, autres pour le drogues coup. chimiques. Ouais, c'est une belle drogue. Ouais. Une personne célèbre que tu aurais aimé rencontrer, à part le Chevalier Déon. Oh, il y en a plein. Marc Aurèle, peut-être. Ouais. Ouais, Marc Aurèle, grand empereur, formé aux philosophes par les philosophes grecs. Là aussi, autre livre qu'on pourrait vraiment citer, les Mémoires de Marc Aurèle. J'invite vraiment tout le monde à lire. Mais un des plus grands livres de sagesse qui soit. C'est des courts aphorismes en plus. Mais c'est d'une puissance et d'une force philosophique, conceptuelle, sur le pouvoir, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. Et quand on a été quand même empereur de l'Empire romain, tout petit truc comme ça, écrire ce genre de paroles, on se dit que ça fait pleurer sur nos politiques actuelles quand même. Ouais. Faut pas comparer, Ouais. c'est ça qui est pas bien. Et une dernière question, ta qualité préférée chez une personne? La gentillesse. Super. Même pas une hésitation, Ouais, même pas une hésitation. seconde. Ouais, c'était La direct. gentillesse. C'était direct. Oui. Une dernière chose, alors Diane, je suis désolé, j'ai pour habitude d'offrir un livre à mon invité. Et moi, je peux me brosser, c'est ça? Il se trouve que j'ai oublié ce livre. C'était lequel? Je suis un peu dégoûté, mais on va se revoir. D'accord. Je te l'enverrai à Biarritz. Ça marche. C'était un océan, 2 mers et 3 continents de Wilfried Nsonde. Eh ben, que je connais pas. Je sais pas si tu connais. Non, tu Pas connais du tout. Je suis très heureuse de connaître. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, je pense. Ok. Ça se passe au XVIIe siècle au Congo, et en fait c'est un jeune homme qui vient d'être ordonné prêtre, et il est chargé de devenir ambassadeur de sa tribu auprès du pape pour demander la fin de l'esclavage. Et il va être embarqué sur un bateau, pas en tant qu'esclave, il va être au même titre que les autres, en tant qu'émissaire, sauf que dans ce bateau il y aura aussi des esclaves noirs, etc. Et donc ça va être toute cette traversée pour rejoindre Rome, avec un apprentissage de ce jeune homme face à toutes les difficultés, à la fois qu'il va rencontrer lui-même de son âge, etc., mais aussi la violence du monde, etc. Donc c'est un très beau livre. Ça a l'air très beau et ça me parle énormément. Et évidemment, voilà, il y a tu vois. j'ai l'impression qu'on a beaucoup de sujets communs. Ouais, et voilà. Donc je suis désolé de l'avoir oublié aujourd'hui, mais je vais te l'envoyer, je te promets. Je tiendrai les médias au courant de l'arrivée de ce livre ou pas. S'il te plaît. Merci beaucoup, Diane, en tout cas. Merci. Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cet échange vous a plu et que ça vous a donné de nouvelles idées de lecture. Je vous rappelle que le nouveau roman de Diane Ducret, Le Maître de l'Océan, est disponible aux éditions Flammarion. Vous pouvez également regarder la série documentaire de Diane, Le pouvoir a-t-il un sexe, sur la chaîne Histoire TV. Perds pas ma page est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode et découvrir plein de nouveaux artistes et de nouvelles lectures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.